Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les dispositions dont nous discutons aujourd'hui ont déjà été votées par le Sénat lors des débats sur la loi dite pour une école de la confiance. Dans le cadre de la commission mixte paritaire, votre majorité a choisi de ne pas les retenir. Elle a accepté cette concession mineure, selon l'expression du rapporteur, parce qu'un autre amendement a été intégralement repris dans la loi définitive. Intégré dans le Code de l'éducation par l'article L. 141-5-2, il stipule, je le cite, « Les comportements constitutifs de pression sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics d'enseignement à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement. » Voilà ce que vous avez voté. La portée de cette interdiction est bien plus large que celle dont nous débattons aujourd'hui. On peut donc légitimement se demander pourquoi avoir déposé, moins d'une semaine après l'adoption définitive de la loi par le Sénat, une proposition de loi qui reprend in extenso une disposition rejetée par la commission mixte paritaire au profit d'un dispositif plus général d'application directe. Les polémiques qui ont été suscitées, initiées ou provoquées par cette proposition de loi éclairent sans contexte son objet essentiel. L'intention n'est pas de nouveau de discuter de la loi pour une école de la confiance que vous avez adoptée. Déposée 5 jours après l'adoption définitive de la loi par le Sénat, cette proposition sert de prétexte à un débat sur la place du voile dans notre société. Elle nourrit la suspicion plus générale selon laquelle certains de nos concitoyens, par leur origine familiale, leur religion ou leur tradition, ne pourraient pleinement appartenir à la nation, qu'il y aurait des dispositions religieuses fondamentalement incompatibles avec la citoyenneté républicaine. Un lien de causalité pourrait même être établi entre une pratique religieuse d'ordre vestimentaire, la volonté de créer au sein de la République des communautés souhaitant échapper à ces lois et ce que Amin Maalouf appelle très justement les identités meurtrières qui se construisent dans la haine d'autrui. Cet amalgame n'est pas acceptable. Puisque le débat porte finalement sur la fonction politique de la laïcité dans notre société, j'aimerais rappeler ici qu'elle a été introduite dans la Constitution de 1946 par un amendement déposé par notre collègue le député communiste Étienne Fajon. Son article 1er déclare ainsi « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Il fut complété dans la Constitution de 1958 par les 2 phrases suivantes. « Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » L'essentiel est dit, et la force de ces principes constitutionnels devrait nous inciter à plus de retenue, de circonspection et de sagesse dès que l'on tente de les corriger pour en atténuer la portée. Défendre la République, c'est aussi protéger celles et ceux que l'on veut rejeter hors de la nation en raison de leurs origines ou de leurs croyances. Cette ardente obligation de l'État à défendre tous nos concitoyens victimes du racisme s'impose avec encore plus de force depuis l'attentat perpétré hier contre la mosquée de Bayonne. La laïcité ne peut être l'instrument de l'exclusion. Elle est au contraire le principe qui, en imposant la neutralité de l'État, permet l'égalité des droits et des devoirs sans distinction de naissance et de religion. D'aucuns appellent, y compris dans cette Assemblée, à l'avènement d'une nouvelle laïcité, d'une laïcité intégrale. Ce surcroît de rigorisme obligerait par exemple les élus à une stricte neutralité religieuse, alors que jadis, le chanoine et député Félix Kir montait à la tribune en soutane. Dans le même esprit, la neutralité religieuse qui s'impose aujourd'hui à tous les agents du service public devrait aussi s'étendre à tous les services pour le public, même privé. Un débat sur ces thèmes est légitime, mais il mérite mieux qu'une discussion sur une proposition de loi de circonstance de 2 articles reprenant des dispositions déjà écartées. En ce qui nous concerne, nous sommes disponibles pour travailler sur cette thématique. Nous le sommes d'autant plus que notre histoire nous porte à défendre une laïcité au service de l'émancipation intellectuelle, politique et sociale.
Monsieur le rapporteur, vous avez cité à plusieurs reprises Jean Zay, le ministre du Front populaire assassiné par la milice. Nous partageons, comme vous, son idéal, son programme et son action politique en faveur de l'éducation nationale. Vous avez rappelé avec raison ces 2 célèbres circulaires qui interdisaient dans les écoles la propagande politique qui était essentiellement, en 1936, celle diffusée par les ligues de l'extrême droite, et la propagande confessionnelle qui reprochait à Jean Zay d'être le ministre d'une école sans Dieu. J'ajouterai, pour conclure, qu'en septembre 1939, alors que le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, demandait le renvoi hors de France des enfants des réfugiés républicains espagnols, Jean Zay affirma seul, avec force, notre devoir moral de les maintenir dans les classes, au nom de la mission humaniste et universaliste de l'école. C'est toujours celle qui nous inspire et c'est pour ça que nous voterons contre votre texte.